c'est assez inhabituel qu'on se retrouve ensemble et on le fait face à une situation qui nous paraît suffisamment grave pour que on rejoigne ensemble, d'une part, l'appel de la FIM, qui vous a été transmis en copie, et que d'autre part, on ait décidé de traduire ensemble cet appel dans un autre texte qui est évidemment complémentaire, mais qui nous a semblé refléter l'opinion à la fois des employeurs et des salariés en France, des organisations d'employeurs et des organisations de salariés en France, à un moment où, même dans notre pays, la situation n'est pas facile du tout. Donc, cette campagne, c'est un cri d'alarme pour dire à l'ensemble des décideurs politiques, ou toutes les personnes qui jouent un rôle dans le paysage symphonique et lyrique, pour leur dire attention, il y a une responsabilité qu'il faut continuer d'exercer. C'est pas juste pour dire la culture, la culture, la culture. La culture, bien sûr, est un des piliers de nos sociétés, c'est ça qui permet leur cohésion. Mais la musique symphonique n'est pas la bonne cible si on doit envisager de réaliser des économies pour sauver certains pays de la faillite. Il y a des seuils qui sont critiques dans les orchestres. Un instrument n'est pas substituable à un autre. Donc, la part que représente le budget de la culture, le budget de la musique symphonique dans le budget général de nos États, n'est pas significative. On est à la marge. Donc, prendre le risque de fragiliser, dans le pays où des initiatives sont prises dans ce sens, de fragiliser les orchestres et les opéras en pensant qu'on contribue à assainir la finance publique, c'est une dérive contre laquelle nous nous dressons. Donc nous sommes très heureux de voir que cette initiative internationale rencontre en France un soutien coordonné et unanime dans l'ensemble du secteur, à la fois les syndicats et les organisations représentatives des employeurs. Un orchestre et un opéra, ça n'est pas que des concerts, c'est toutes les actions culturelles qui sont menées justement à la conquête de ce public, et cela depuis des années. Pour ce qui concerne les orchestres, c'est 3000 actions par an à destination du public, c'est pour les opéras 200 000 spectateurs qui assistent à ces actions culturelles. On voit bien là le partage d'un patrimoine existant. Mais ça n'est ni seulement que des concerts, des actions culturelles, c'est évidemment tout ce qui concerne la création. C'est-à-dire qu'on écoute aujourd'hui un orchestre d'une façon bien différente que dans les concerts. Vous pouvez l'écouter dans les publicités, vous pouvez l'écouter dans les musiques de films. C'est également une présence qui est à noter, puisque c'est une visibilité supérieure et qui démontre là aussi une agilité de ces institutions à s'inscrire aussi dans le domaine numérique. Donc dans une réalité concrète qui est imaginée sans cesse dans l'innovation pour cette accessibilité. C'est-à-dire que si on pensait, et on voit effectivement au niveau international des signaux extrêmement inquiétants sur des disparitions annoncées d'orchestres, j'allais dire Rome évidemment, mais le plus incroyable dans un secteur très proche, c'est le Concertgebouw d'Amsterdam. On ne peut pas rester indifférent à cette annonce-là, qui prédit bien de mauvaises choses. Également, si un orchestre disparaît, c'est un accès pour le public en moins sur ce patrimoine et sur cette mission de service public que mène l'ensemble de nos institutions sur les territoires. Je pense qu'on a connu une époque où il y avait des cloisonnements extrêmement stricts dans les comportements des publics, entre les différents genres, et on sait qu'il y avait un public du théâtre, d'ailleurs un public du théâtre dit subventionné, un public du théâtre privé par exemple, mais dans notre domaine en tout cas, un public de l'opéra qui n'était pas le public de récital, qui n'était pas le public de la musique de chambre et qui n'était pas le public de l'orchestre. Et les institutions opéra ou orchestre pouvaient fonctionner en quasi-autarcie avec un public qui était un public acquis, fidèle et qui se renouvelait sans cesse. Ce cas de figure n'existe plus. Et donc, aujourd'hui, le nouveau visage, les nouvelles modalités de travail, aussi bien d'une maison d'opéra que d'un orchestre, c'est le partenariat avec les autres acteurs locaux
à l'échelle de leur territoire. Et ces acteurs locaux, c'est évidemment les autres acteurs locaux dans le domaine musical, on parle, Yves évoquait tout à l'heure les conservatoires, mais c'est aussi un travail avec des acteurs sociaux, et l'implication des orchestres dans ce domaine-là est extrêmement importante. Et puis c'est évidemment la place qu'occupe une institution de ce type-là par rapport aux problématiques d'emploi. Problématique des musiciens bien évidemment, mais aussi d'activité économique de l'ensemble du territoire concerné, pour lesquels les orchestres ou les maisons d'opéra représentent un vecteur d'attractivité, un vecteur d'image qui est absolument essentiel. Et je pense que cette notion-là de l'orchestre ou de l'opéra comme l'un des acteurs culturels, mais aussi politiques et économiques à l'échelle de son territoire, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est mis en pratique pour le coup d'une manière extrêmement vertueuse. Ce qui a été la proposition de la direction de Rome, c'est de dire, bon, on se sépare de cet orchestre permanent, mais l'opéra ne disparaît pas. L'orchestre va être remplacé par une structure dans laquelle on ira piocher la main-d'œuvre au fur et à mesure des besoins. En gros, la notion de permanence de la structure, de l'orchestre, la permanence du chœur, est totalement remise en question. Et là, on voit bien qu'on est sur une question qui est fondamentale aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans tous les pays urbains, en tout cas, et même mondiaux, dans tous les pays où il y a des orchestres permanents, c'est qu'est-ce que c'est qu'un orchestre? Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre? Je suis persuadé, c'est peut-être provocateur ce que je dis, mais je suis persuadé que si tous les orchestres permanents en France disparaissaient, il y aurait quand même une offre musicale. On n'est pas complètement centré sur nos activités pour imaginer qu'on est la seule proposition en matière de programmation artistique en France. Le paysage s'est totalement changé, avec notamment la venue d'un certain nombre d'ensembles baroques, d'ensembles intermittents, d'une offre internationale parfois basée sur du dumping social, avec des orchestres où les conditions dans lesquelles les emplois des artistes pourraient donner l'occasion d'une nouvelle conférence de presse. Bon, on n'est pas là-dessus, mais enfin, effectivement, l'offre musicale existe. La question, c'est à quoi sert un orchestre dans la cité? Et quel est le dommage pour les citoyens lorsqu'un orchestre disparaît? Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui a été décrit sur la modernisation, sur l'adaptation des orchestres à ce que sont aujourd'hui les demandes citoyennes, tous les orchestres aujourd'hui ont des actions pédagogiques, tous les orchestres ouvrent leur répertoire en direction des plus jeunes, tous les orchestres diversifient leurs activités en direction des territoires ruraux, etc., etc. Donc, à travers les menaces sur les orchestres permanents, c'est aussi l'universalité de l'offre, et c'est pas seulement l'offre musicale. Et donc là, on est véritablement sur une évolution, enfin, une perspective historique dont je pense les responsables politiques n'ont aucune conscience. Alors, je vais pas caricaturer le trait, mais je pense qu'ils sont, d'une certaine manière, victimes de leur propre politique qui a duré depuis des décennies par rapport à l'éducation artistique, par rapport à la place des arts dans les médias, qui fait qu'on a aujourd'hui des dirigeants politiques qui n'ont strictement rien à faire et qui ne portent plus ce qu'ils portaient, je dirais presque par nature sociologique, auparavant. Et donc là, on est dans une nécessité, nous, acteurs culturels, de dire, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de détruire? Maintenant, nos adhérents nous font remonter des discussions qu'ils ont avec, pour beaucoup dans les villes, parce que ça reste une administration très importante au secteur de la musique, de directeurs généraux de service ou même de personnel politique qui n'hésitent plus à évoquer la question purement budgétaire d'économie, comme si on rayait une ligne d'économie, alors que ça concerne la vie d'un ensemble permanent, un certain nombre de salariés, une activité, et sans aucune sorte d'autres questions, comme si ça allait de soi, sans aussi naturel qu'une sorte de rationalisation des dépenses. Mais rappelez quand même que la constitution des orchestres et des maisons d'opéra, c'est quand même une œuvre de politique publique. Ces orchestres et ces maisons d'opéra ont une histoire séculaire pour beaucoup d'entre eux et dont l'existence est largement antérieure à celle même du ministère de la Culture. Donc c'est bien que la société a voulu se doter de ces... Hein? Et heureusement. Non mais c'est bien que notre pays, enfin l'Europe en général, et même, a voulu se doter d'outils de politique culturelle citoyenne. On crée un orchestre pour qu'un orchestre fonctionne bien,
il faut minimum 20 ans. C'est pas possible. On ne peut pas faire un orchestre. Vous savez, c'est un peu comme les équipes de football. Vous prenez les meilleurs footballeurs, ça ne fait pas forcément une bonne équipe. Il va de même pour les orchestres, c'est pareil. Les orchestres, il faut que les gens aient l'habitude de travailler ensemble, et il faut 20 ans. Ça, c'est le minimum. Alors, j'ai eu la chance, moi, de participer à la création de l'Orchestre de Paris, en 1967. Juste avant, on avait supprimé, rappelez-vous, l'Orchestre de l'Opéra Comique. Ah oui, alors que l'Opéra Comique était quasiment plein, tous les jours. On n'a pas compris. On a fait la RTLM, l'époque de la Réunion de théâtre nationaux, et petit à petit, bon, les musiciens partant à la retraite, on les a pas remplacés. Aujourd'hui, fort heureusement, même auparavant, si on va dire, dans le temps, chaque grande ville avait son orchestre de radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a peut-être moins d'orchestres, mais ils sont bien de meilleure qualité. Ça, il faut écouter n'importe quel orchestre en région, d'ailleurs, je ne vais pas dire province, c'est d'excellente qualité. Pourquoi? Parce que ces orchestres ont l'habitude de travailler ensemble depuis beaucoup d'années. Et il faut en tenir compte, il faut écouter. Et moi, lorsque j'écoute n'importe quel orchestre de région, je trouve ça très bon, très bon. Auparavant, il y avait l'orchestre, il y avait les orchestres parisiens et le reste. Donc maintenant, il y a des orchestres qui peuvent rivaliser avec les plus grands orchestres internationaux, et c'est très bien. On pourrait développer orchestre par orchestre tout le travail qui est fait, qui est un travail assez considérable. Et dans cette politique, dont les termes politiques dans la loi ou dans la création du ministère étaient la démocratisation, c'est-à-dire l'accès pour tous et l'équité territoriale, on se rend compte aujourd'hui, à travers des interventions diverses et variées de politique, même de la nouvelle ministre de la Culture, qu'il y a une grande confusion qui règne sur la différence entre l'équité territoriale et l'accès pour tous. Je crois que les orchestres font la démonstration qu'un travail en direction de la jeunesse, des jeunes, dans toutes les zones, sur tous les territoires, est quelque chose d'un lien qui est autre chose que uniquement de la démonstration, mais qui est de créer un vrai lien social et un vrai lien culturel. Et on est dans une période où, effectivement, politiquement, on a les lois de décentralisation qui sont en train d'être adoptées. On a eu la loi sur les métropoles, on a maintenant le regroupement des régions, on a un projet de loi sur la culture, sur le patrimoine et sur l'architecture qui devrait être débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat au premier semestre 2015. Et pour nous, c'est un objectif considérable, c'est-à-dire nous ne cesserons pas, après cette semaine de la FIM, enfin cette semaine, 15 jours de la FIM, à nous exprimer, à travailler, à donner du sens à cette loi, à la loi culture, en lien avec les lois de décentralisation. Et puis la révolution numérique, on nous le sort tout le temps, on a participé à beaucoup de missions qui ont eu lieu sur ces questions. Et je me souviens qu'avant d'être auditionné par la mission Lescure, on avait été regardé sur YouTube un peu la pratique d'accès à la musique. Et donc on avait tapé 5e symphonie de Beethoven et ce qui était le plus regardé, avec 6 millions de clics, c'était un gamin de 6 ans aux États-Unis qui était debout sur un tabouret et qui dirigeait sa chaîne. Et donc nous pensons que par rapport à toutes ces évolutions technologiques et ces révolutions technologiques, la bataille qu'on mène, c'est la bataille aussi de l'humain, du sens de la culture, du partage de la culture, et non pas d'une économie d'industrie de contenants et pas de contenu qui fait du mal à tout le monde dans tous les secteurs de la culture et de la musique.